Voilà, on est parti avec un nouveau rendez-vous sur Bismart, c'est Smart Strategy. Alors, on va vous raconter ce que c'est que Smart Strategy. Augustin van Rijkevorsel. Pas mal, pas mal. Fais-le vraiment belge, Augustin, vas-y. Augustin van Rijkevorsel. Rijkevorsel. Ça chante. Je pense que dans un an, j'arriverai à faire Rijkevorsel. Voilà. C'est bien, ça. Augustin, tu es le fondateur de Circle. Exactement. Et dis-nous ce que tu veux faire à travers Smart Strategy, et puis ensuite on présentera ton invité et on rentrera tout de suite dans le dur. Oui. Alors, à travers Smart Strategy, bon, ça fait déjà le projet Bismart était quelque chose qui m'amusait beaucoup, parce que rentrer dans un projet entrepreneurial, moi, ça fait depuis le début de ma carrière que ce sont des choses sur lesquelles je crois énormément. Et donc, voir Bismart et être là au tout début, c'était quelque chose qui m'enthousiasmait. Tout début. Et je te remercie. Donc, déjà, pour ça, c'était un chouette projet. Et puis, l'importance de parler de stratégie un peu différemment. Okay, jusqu'à aujourd'hui, la strat, c'était quelque chose un peu, et ça l'est encore quelque chose de très théorique, un peu très high level, où on n'a pas vraiment accès, et essayer de ramener ça un peu de manière simplifiée, quoi. Une des notions de l'intelligence, c'est d'être capable de simplifier les choses compliquées. Et c'est ce qu'on va essayer de demander à nos invités. Mais il y a quand même t'as un focus particulier autour de l'intégration des startups dans les grands groupes. Alors, l'intégration des startups dans les grands groupes, c'est une des choses. C'est pas uniquement ce qu'on fait. D'accord. C'est un des éléments sur lesquels tu travailles. C'est un des éléments sur le. Aujourd'hui, Circle, on est une boîte de strat comme il y en a beaucoup d'autres. La seule différence, c'est que la manière dont on aborde les choses est très différente. Toute personne qui est arrivée chez Circle, c'est quelqu'un qui a lancé une boîte, craché une boîte, vendu une boîte. En tout cas, c'est pas un scout qui a lancé une initiative. C'est un vrai entrepreneur, mais qui a un parcours derrière lui de véritables strateux, c'est-à-dire qu'il est passé dans des boîtes de conseil en strat, mais avec un autre ADN qui est là. C'est la question que je vais poser à tous mes invités, c'est la question que je vais poser à ton invité, juste parce que nous, on démarre là. Ouais. C'est quoi la principale menace pour Bismart ? Nous, en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise. C'est quoi la principale menace ? Bon, je te laisse réfléchir. Et tu... Ok. Laisse-moi 2 minutes. Tu me donneras la réponse ensuite. Ce qu'on va faire aussi, c'est, grâce à toi, un petit décryptage de l'actualité. Oui. Donc, toutes les semaines, quand on se retrouvera, il y aura 3-4 infos que tu auras sélectionnées et tu vas me dire pourquoi tu les as sélectionnées. Donc, on va les reprendre là. La toute première, c'est Inditex, donc on connaît tous, Zara, qui va fermer jusqu'à 1200 magasins dans le monde. C'est quoi, là, le sujet ? Exactement. C'est un sujet intéressant parce qu'Inditex, c'est une des boîtes, c'est la grosse boîte dans le textile qui a énormément fonctionné sur les flagships. Elle n'a pas mis des magasins partout, elle les met dans des endroits bien précis, assez prestigieux, etc. Et elle a énormément misé sur le lieu physique. C'est une des boîtes les plus en retard au niveau du digital et qui, voir Inditex sortir du physique et réinvestir énormément dans le digital, on voit un move important d'un player sur lequel on se dit ok, c'est encore les derniers à miser sur le lieu physique. Et tu dirais quoi ? Alors tu dirais c'est de la stratégie ou c'est simplement à un moment les gars on a pris des coups, il faut réduire les coûts et donc on ferme 1200 magasins mais ça veut pas dire qu'on a modifié la stratégie. Alors les deux sont là. Ouais, c'est ça. Ce qui est sûr c'est qu'on peut pas nier le fait qu'il y a un problème de coût qui est là. Il y a un autre aspect aussi, c'est de se rendre compte à quel point il y a eu des choses qui sont passées dans le digital, qu'ils ont une guerre en retard et que en faisant ça, on va pouvoir mettre plus d'investissement ailleurs. Top. Alchemix, le français Alchemix. Ouais. Je connais pas, je dois te dire, Gus. Écoute, c'est une... 21 millions d'euros pour devenir une plateforme de commerce B2B. Exactement. C'est petite start-up. En fait, c'est pas une si petite start-up que ça. C'est une boîte qui existe depuis un bon bout de temps, qui travaille déjà avec plus de 90% des retailers. Donc, elle a déjà un très gros portefeuille client. Et pendant la crise, elle a réussi à venir mettre des modules qui sont, en fait, mettre des appels d'offres pour tous les producteurs, pour les retailers. Et très rapidement, par exemple, typiquement sur la farine, ils ont donné un coup de pouce pour les retailers extrêmement important parce que soudainement, il fallait trouver de la farine de partout et que les mecs, ils ont pu organiser des appels d'offres à travers tous des petits producteurs de farine qui étaient complètement inexploités avant. On a une seconde, il faut que je vous raconte. Et Jean-Paul Thoris, qu'on présentera, il est dans l'agroalimentaire, ça va le faire sourire. Il se trouve que je suis très copain avec un gars qui fait de la pâtisserie industrielle, pas très très loin de Nantes. Bon. Tout s'arrête évidemment, pâtisserie industrielle, notamment il a des clients dans la restauration, tout s'arrête, mais il a des stocks de farine.
Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a acheté une ensacheuse, puis 2 ensacheuses, et puis il a commencé à vendre sa farine, et puis il a commencé à expédier des palettes de farine, et il a fait plus de chiffre d'affaires avec ses stocks de farine qu'il n'en a fait avec l'ensemble de ses tartelettes. Mais c'est ça! Exactement. L'entrepreneuriat, c'est complètement, ça! c'est génial. C'est cette agilité, quoi. Et donc, voilà, une belle petite boîte qui en pleine crise, a réussi à sortir sa carte, quoi. Alors, belle petite boîte en pleine crise. Tesla. Ah, Tesla. Jean-Paul Toris, je vous demanderai ce que vous pensez de Tesla. Je connais ton sujet. point de vue. Vous allez être d'accord avec moi, Jean-Paul Toris. À un moment, s'il gagnait de l'argent, ce serait peut-être intéressant quand même, vous voyez. Je suis sûr qu'il en gagnera beaucoup. C'est vrai, vous êtes sûr qu'ils en gagneront beaucoup? Sûr. Sûr. C'est là. Donc, Tesla est devenue la première capitalisation de l'ensemble de l'industrie automobile mondiale, hein, mesdames et messieurs. Complètement dingue. Il gagne pas un sou. Ok. Voilà. Donc Tesla, alors, qu'est-ce qui t'a intéressé sur Tesla qui veut relancer l'électrique avec sa Million Mile Battery? Qu'est-ce qui t'intéresse? Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que le marché jusqu'à aujourd'hui s'est concentré sur si tu veux, l'autonomie de la batterie. Okay, c'était le gros challenge parce que tu pouvais aller charger ta batterie tous les X centaines de kilomètres. Parce qu'il y avait 3 pompes qui le faisaient. Et donc le vrai challenge, c'était de donner une énorme autonomie aux batteries. C'est vrai. Là maintenant, on a un shift de paradigme. Hein. C'est que soudainement, en fait, qu'est-ce qu'il fait le Musk? Il vient se dire, en fait, le vrai challenge, c'est pas l'autonomie, mais c'est la longévité de la vie de la batterie. La durabilité. Exactement. Et qu'on a un vrai challenge, même au niveau écolo, hein, de recyclage d'une batterie, que si on doit recycler nos batteries tous les X centaines, en fait, la production derrière, elle va nous coûter plus cher écologiquement. Et donc, on s'adresse à un autre pan de la chaîne et une autre partie de la chaîne de valeur de la batterie qui est assez intéressante. Ça vous intéresse, Jean-Paul Toris? Enfin, je vous vois réfléchir là. Alors, on vous donne la parole, on vous a pas encore présenté, ça ne se fait absolument pas. Mais allez-y, Jean-Paul, allez-y. Tout le monde veut une Tesla. Le seul problème, c'est qu'on voudrait qu'elle dure un peu plus longtemps. Tu vois, si tu fais 1000 km, tu n'as pas envie de t'arrêter au milieu. Et donc, s'il casse le seul frein qu'on a à acheter une Tesla, qui est un engin magnifique, tout le monde veut une Tesla, eh bien, il a gagné. Non, Jean-Paul, parce que là, ce que nous explique Gus, c'est que c'est pas l'autonomie, c'est-à-dire elle va être toujours je crois qu'elle est sur 500-600 km, enfin, je sais rien, de toute façon, c'est comme les émissions de CO2, ça, je pense qu'il y a ce qui se fait en laboratoire et ce qui se fait en réel. Non, ce qu'il dit là, c'est que c'est une batterie qui va faire 1 million de kilomètres, c'est 1 million de miles. 1 million de miles. 1 million de miles. Mais il va falloir la recharger quand même Non, il est sur la durabilité de la batterie. À mon avis, le vrai insight qui casse technologiquement, c'est qu'il faudrait mieux faire 800 km et puis 900. C'est ça. Sans avoir besoin de s'arrêter 3 heures. Complètement. Mais je pense qu'il va y arriver. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans le maillon de la chaîne de valeur... Les gars, grand respect, immense admiration. En plus, le type est déglingué, il est fantastique, il est extraordinaire, aucun problème. C'est pas un perdreau de l'année non plus, quoi. C'est-à-dire, Tesla, c'est pas la start-up de l'année. Ça fait 10 ans, là, maintenant, même un peu plus de 10 ans. Donc, je veux bien qu'on court derrière le cash en permanence et que ce soit mode start-up de courir derrière le cash en permanence. Mais je suis d'accord avec toi, hein, mais il y a un truc qu'il faut dire, c'est que le mec arrive quand même à faire des bonds de géants en termes de techno. Et que, certes, il faut peut-être regarder Tesla pas comme une boîte qui fait du cash, c'est une boîte qui fait pousser tout un certain monde avec des pas de géants technologiquement, parce que c'est le seul à pouvoir se l'autoriser. Peut-être Allez, Jean-Paul Toris. Tu nous attaque. présentes Jean-Paul Toris, et pourquoi est-ce que tu as voulu que Jean-Paul Toris soit notre premier invité, ce dont je suis absolument ravi, je dois vous dire. Voilà. Écoute, Jean-Paul, on s'est rencontrés il y a déjà une petite année de ça. Il fait partie de ces patrons qui non seulement ont une vision et un certain charisme, et que j'aime beaucoup, qui a une industrie il va nous en parler, hein, mais que le commun des mortels ne connaît pas encore assez en termes de nom, hein, parce que malgré que ça, que tout le monde consomme. Hein, donc il est dans l'agroalimentaire. Il est dans l'agroalimentaire. Le nom de la boîte? Savencia, qui était l'anciennement Bon Grain, mais je te laisserai... plus connu sous le nom de Bon Grain. Voilà, exactement. Je te laisserai c'est la marque commerciale Bon Grain à ce moment-là. Non, Bon Grain, c'était le nom du groupe avant. Donc maintenant, on s'appelle Savencia. Voilà. Mais c'est pas une marque commerciale, Savencia. Non, pas du tout. Jamais. Justement, on ne signe jamais nos produits et nos marques du nom de notre groupe. Hein. Tout à fait. Mais tu peux peut-être donner quelques produits qu'il y a d'abord, en 2 mots, Savencia, c'est 5,5 milliards de chiffre d'affaires, 21 000 personnes dans le monde. Et notre cœur de métier, c'est le fromage. On est numéro 1 des spécialités fromagères dans le monde.
On fait du beurre, de la crème, donc on connaît bien la pâtisserie, hein. Très très bien la pâtisserie, la farine va bien avec nous. Il fait que la pâte, mon copain, il fait pas le... On fait beaucoup d'ingrédients aussi laitiers, et c'est ça notre métier. On est présent dans 31 pays pour produire, on commercialise dans 120, et voilà, ça c'est notre métier. Mais nos marques sont beaucoup plus connues que nous, parce que nous sommes un groupe très discret, donc... En France, vous connaissez tous, j'espère, Cœur de Lion, Caprice des Dieux, Rustique, Saint-Moré, Tartare, et après j'arrête. Il y en a beaucoup, y compris des très beaux fromages de terroir, hein, comme les Poisses Berthaud en Bourgogne, le Roquefort Papillon, vous voyez, le Maroilles. Et l'une des grandes batailles, c'est la bataille Tartare contre Boursin, quand même. Ah, ça, c'est une belle bataille. Ça, c'est vrai. D'accord. C'est l'une des grandes batailles historiques. Jamais fini. Jamais fini. Oui, c'est ça, jamais fini. Sans fin. Oui, mais c'est intéressant. Il y a de la place pour les deux acteurs, finalement. Bah, évidemment, il y a toujours de la place pour deux. Du moment qu'on passe pas son temps à se copier l'un l'autre, on fait. Regardez, Tartare et Boursin, c'est deux produits très, très différents. Hein. Vous voyez, l'un dans son petit corset. C'est vrai. Hein, voilà. Bon, je ne vais pas dire du mal de Boursin, c'est très bon pour ceux qui aiment ça, mais Tartare, c'est beaucoup plus frais. Les herbes en état, les herbes fraîches, sélectionnées. Tartare fait moins frais, vous voyez, et pour le moment, on est leader. On a le temps, mais on est leader. Mais c'est vrai, Jean-Paul, que je trouve très intéressant. Vous l'avez dit, Boursin, cette espèce de truc en papier d'alu, là, tout sauf pratique. Et pourtant, ça fait combien de temps ? 30 ans, 40 ans que ça dure. C'est vrai. C'est l'expérience. Et donc, à un moment, ça devient une espèce de marque de fabrique ? C'est tout à fait ça, si vous voulez. C'est eux qui ont créé une spécialité. Nous, on appelle ça une spécialité. C'est-à-dire un truc qui n'existait pas. Hein. Monsieur Boursin, parce qu'il y a eu un Monsieur Boursin dans l'histoire. Il a inventé un fromage frais unique, qui est ce Boursin d'aujourd'hui, auquel vous restez fidèles. Beaucoup, des millions de Français restent fidèles, des dizaines d'années après. Hein. Et il a commencé tout petit, et maintenant c'est une très très grande marque internationale. Qui appartient à un grand groupe, pardon, mais qui appartient à Bell. Qui appartient à Bell, oui, voilà. Tout à fait. Top. Et du coup, donc maintenant les gens voient un peu mieux Savencia. Moi, dans l'émission, on va systématiquement poser 3 grandes questions qui en fait représentent 3 gros pans de l'entreprise. Hein. Le pourquoi est-ce que tu existeras encore dans 10 ans ? On va un peu échanger là-dessus. Le pourquoi est-ce que je dois continuer à travailler pour toi ou venir travailler pour toi, c'est un autre pan de l'entreprise. Et puis un troisième pan, c'est qu'est-ce qu'un gros groupe comme le tien, tu parlais de la taille de ton groupe, 5 milliards, ça a des responsabilités sociales importantes et des responsabilités au niveau au-delà de la petite région où vous avez votre siège. Qu'est-ce que vous faites pour vos arrière-petits-enfants, en gros ? Qu'est-ce qu'il y a comme impact que Savencia va laisser derrière ? Donc voilà, ça c'est un peu les 3 grosses questions qu'on va poser un peu systématiquement à nos invités. Et donc pour commencer, qu'est-ce qui fait pour toi que Savencia, on sait qu'aujourd'hui il n'y a plus un seul grand groupe qui peut se dire je suis à l'aise, dans 10 ans, tu sais quoi, tu viens sonner à la même porte, je serai là. Qu'est-ce qui fait que toi, dans 10 ans, tu seras encore là ? Alors, 10 ans, je suis sûr qu'on sera là. Ouais. Parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer. Hein. Nous, l'agroalimentaire, donner à manger aux gens. On était, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs pour toi aussi, Gus, hein, les ringards de chez les ringards. Hein. On n'était pas de la tech, on n'était pas de la finance, on était... Et tout d'un coup, avec Covid, on a découvert qu'on était essentiel. Et tout d'un coup, tout le monde a redécouvert que manger, c'est essentiel. Qu'on est un secteur essentiel. Et que bien manger, c'est fondamental. Alors, on a poursuivi notre mission et on était fiers de le faire. Et on est sûr que, tu vois, tu peux digitaliser, virtualiser tout ce que tu veux, mais manger, dans 10 ans, et bien manger, on sera toujours là. Et notre mission qu'on s'est donnée, c'est entreprendre pour bien nourrir les gens. En anglais, leading the way to better food. Et comme on avance à pas de géant là-dessus, better, mieux, une meilleure nutrition, une alimentation saine, équilibrée, naturelle et durable, et qu'on le fait de mieux en mieux, on est sûr que dans 10 ans, on ne demandera plus que ça. Ok. Voilà. Je peux me faire une question parce que, Jean-Paul, en fait, ça va même plus loin ce qui s'est passé pendant le choc Covid. Je préfère parler de choc que de crise. Choc. C'est pas seulement l'alimentaire, c'est l'industrie. À un moment,
Parce que, à la limite, manger, l'alimentaire, etc., c'était un souci. Mais alors, l'industrie agroalimentaire, mais cacher ce 5, je ne saurais voir. À un moment, vous avez produit, mais comme des dingues. Vous avez... Enfin, j'imagine qu'il y a eu au cœur de l'entreprise une mobilisation dont vous n'êtes peut-être pas encore revenu. Que l'une des questions que vous vous posez d'ailleurs, c'est comment je transmets la reconnaissance que moi j'éprouve à l'ensemble de ceux qui se sont mobilisés. L'industrie alimentaire et agroalimentaire a gagné quelque chose. C'est tout à fait vrai. Je crois que... D'ailleurs, je suis administrateur de l'ANIA, Association nationale des industries agroalimentaires. On a souvent pensé à changer de nom. Parce que industrie, c'est un mot, malheureusement, dans notre pays, qui est devenu négatif. Tout à fait. Alors qu'on est une grande industrie française. Hein. On exporte, on fait travailler des centaines de milliers de gens. Et ce qu'on a retrouvé, effectivement, en s'engageant tous ensemble, hein, on avait un journal interne qui s'appelait « Engagés ensemble », on a retrouvé la fierté de faire ce qu'on fait, vous voyez. On a retrouvé la fierté de notre métier. Et moi, j'étais fier de voir, vous voyez, nos milliers de collaborateurs en France qui étaient sur le terrain. Hein. C'est ça. Ils n'étaient pas en télétravail, hein. Ils étaient sur le terrain, dans les usines, dans les entrepôts. Et les agriculteurs, ils étaient dans les champs. Et les collecteurs de lait, ils collectaient le lait. Et on a tous poursuivi notre mission en étant fiers. Moi, j'étais fier d'avoir des équipes comme ça. Du jour au lendemain, tous sur le terrain, à faire leur métier. Et quand ils voyaient les produits, vous voyez, sur les rayons des supermarchés, quand les Français avaient à manger, ils étaient fiers. C'est ça. Voilà. Et le collecteur de lait, vous savez, j'ai vu des trucs bouleversants. Merci, monsieur le laitier, vous nous sauvez la vie. Tu as vu ça? J'ai vu ça. Parce que tu passes, peut-être avec un peu de trouille dans le ventre, hein, Mais bien sûr. collecter le lait tous les matins, parce que j'ai besoin de traire mes vaches chaque jour, et j'ai besoin que le laitier passe. Et il y a eu une immense fierté. Et effectivement, ça a fait beaucoup de bien dans cette période terrible, compliquée, de sentir qu'on était important et qu'on était fiers de nous. Et dans cet aspect, donc il y a l'industrie qui du coup reprend un peu de fierté, c'est super important, et le Covid a pu relever ça. Et en termes d'innovation, c'est-à-dire en termes il y a toute la partie du circuit court. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles, en tant qu'industriel, on commence à regarder? Parce qu'il y a quand même, malgré que le Covid a poussé le retail, etc., le circuit court reste quelque chose de sous-jacent. Je voudrais en parler parce que j'avais un débat ce matin là-dessus, sur l'opposition entre le petit, le bio, le local et l'industrie. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on n'oppose pas les deux. On ne doit pas opposer les deux. On doit jouer sur les deux terrains. Un grand pays agricole pour nous. Il ne faut pas se tromper. Hein. Si tu prends un groupe comme le mien, le lait que je collecte en France, 3,8 milliards de litres de lait, une partie, je dois extrêmement bien le valoriser, je dois le rendre bio, je dois faire de l'agriculture responsable, je dois faire des appellations d'origine, je dois faire des produits à très haute valeur ajoutée, et je peux payer très très bien les agriculteurs pour ça. Mais ne nous trompons pas, il y a des milliards de gens à nourrir sur la planète. Tout à fait. La France n'est pas une île au milieu du monde qui peut vivre dans sa petite bulle, en circuit court, en nourrissant que des gens aisés. Et encore, en France, il y a des pauvres. Il y a des gens qui comptent à l'euro. Donc on doit aussi gagner la bataille de la compétitivité. Ce mot horrible de la compétitivité. Et c'est pour ça que nous sommes aussi fiers d'être une industrie et une agriculture, et je le dis pour tous nos partenaires agricoles, hein, une agriculture aussi compétitive. Pourquoi opposer les deux modèles? Moi, dans mon groupe, je fais le Roquefort Papillon, mais c'est tout petit, c'est une AOP, c'est un cahier des charges super pointu. On est les seuls à faire notre Roquefort encore en faisant moisir du pain, tu vois. Et à l'ancienne, enfin, dans la tradition la plus pure, c'est une toute petite boîte, c'est une start-up, c'est artisanal. Hein? Mais c'est le meilleur. Mais c'est très bon. Meilleur, je ne sais pas ce que c'est, Stéphane. Parce que je fais aussi un camembert. Alors le camembert, je fais un camembert le rustique qui fait, c'est rien, 1,80 €, 250 grammes.
pendant cette crise, évidemment, les ventes ont été énormes parce que les gens, ils ont des problèmes de pognon, excusez-moi. Et l'accessibilité, je n'ai pas honte de le dire. La compétitivité, je n'ai pas honte de le dire. Ça fait partie aussi de nos gènes. Alors nous, on sait faire les deux, si vous voulez. C'est ça. On sait faire à la fois... C'est comme dans la restauration. Hein. Jean-Paul, parce que le temps tourne. Le temps Et tourne. pour moi, je ne sais pas Agus, mais pour moi, vous n'avez pas répondu à la question. C'est-à-dire, vous avez presque plus répondu à la dernière question, qu'est-ce que vous faites pour vos petits-enfants ? Ce que vous venez de décrire là, c'est-à-dire l'espèce de vision que vous avez sur l'alimentation. Mais qu'est-ce qui fait que, j'en sais rien moi, Lactalis va pas à un moment prendre vos parts de marché ? Qu'est-ce qui fait que vous, en tant qu'entreprise, vous êtes encore là dans 10 ans ? Parce que, je vous l'ai dit, notre vocation, c'est better, meilleur. Ouais. Parce que ma prétention, c'est que nous ferons meilleur que les autres. On prétend pas être les plus gros, hein, les plus grands, les plus beaux, juste, les meilleurs. C'est-à-dire que c'est vrai que toute la vocation de l'entreprise, hein, juste pour dire 2 mots, on est né d'un homme, hein, Jean-Noël Bongrain, un grand entrepreneur, commencé avec 2 ouvriers dans une petite ferme en Haute-Marne en 1956. Et maintenant, on est 21 000. Vous voyez, il est décédé malheureusement l'année dernière, mais j'ai eu la chance de connaître ce grand homme et ce patron inspiré et inspirant. Et il nous a toujours dit... c'est la qualité des hommes qui fait la qualité des produits, qui fera la qualité des résultats. Nous, c'est la qualité qui nous intéresse. Hein. Dans tout ce qu'on fait, accessible ou spécialité, ou produit très cher, très élaboré, hein, parce que quand je vends en France un Parmigiano de 36 mois d'affinage, ça ne peut pas ne pas être cher. Et ça s'adresse à des gens comme vous, Stéphane Gus, hein, c'est-à-dire qui ont le goût des très belles choses, mais ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Non, c'est sûr. Mais ce que j'entends là derrière, c'est qu'en fait, ce que tu as par rapport à un Lactalis, c'est sans doute aussi cette possibilité d'investir et de surinvestir sur des produits. Il va nous dire qu'il fait pareil, Lactalis. Lui aussi, il va nous dire, moi, je fais des formidables produits. Alors, il y a d'autres actionnaires, Lactalis. Derrière là, il y a un actionnaire. D'abord, il est familial. Je ne dirais pas de mal de Lactalis, qui est le leader mondial du lait. Puissance agroalimentaire fantastique. La France doit être fière d'avoir donné le leader mondial du lait. Je crois qu'on a parlé d'industrie, il faut être fier de notre industrie agroalimentaire et il faut être fier de Lactalis. On ne fait pas tout à fait la même chose, oui. Nous, effectivement, on a choisi... D'abord, on ne fait pas tous les métiers du lait. Je ne fais pas de lait, je ne fais pas de yaourt. Voilà. Hein, et puis ensuite, on choisit pas le même terrain de jeu. C'est vrai que ça ne m'intéresse pas d'être le plus gros du monde, mais certainement, on va essayer d'être les meilleurs. Et ça, je pense que c'est bon, et meilleurs sur tous les plans. Hein. Et d'avoir des entrepreneurs. Ok, top. Alors, deuxième question. Aujourd'hui, on sait à quel point les personnes sont importantes. Hein, tu l'as rappelé dans ce que tu disais tout à l'heure. Les personnes sont importantes dans l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas réussir à attirer les talents ou que tes talents en toi vont rester chez toi? Parce qu'il y a toutes les techs dont tu parlais tout à l'heure. Il y a tout cet écosystème qui est extrêmement attirant. Pourquoi est-ce que je vais venir mettre dans la vieille industrie faire du fromage? Alors, justement, je vais te dire pourquoi tu vas venir chez moi. Non, parce que notre prétention, c'est d'offrir le meilleur des 2 mondes, tu vois. Alors, pour être en 2 mots, on nous qualifie de... Je nous qualifie de groupe local. C'est-à-dire global, comme une multinationale comme une autre, et local. Hein, notre plus grosse particularité, c'est d'être local, c'est d'être l'anti-Coca-Cola. C'est-à-dire que nous ne voulons pas de marque milliardaire locale. Nous, on entretient des équipes d'entrepreneurs au plus près de leur marché, des cultures de leurs consommateurs, de leurs clients, et qui développent le meilleur pour leurs clients à eux. Et nous, on n'a pas de marque globale. Au Brésil, on s'appelle Polenghi, en Russie, on s'appelle Belebevski, en République tchèque, on s'appelle Lucina, en France, Caprice des Dieux. Mais partout, on donne la main aux entrepreneurs pour servir en proximité locale le meilleur pour leurs clients à eux. Et ça, c'est unique. Donc, si tu veux entreprendre dans un grand groupe agroalimentaire, c'est chez nous que tu trouveras cette liberté. Par contre, le meilleur du global, on le veut aussi. Il y a les moyens d'un grand groupe, la recherche et le développement, l'innovation. On est probablement le groupe le plus innovant du monde dans notre métier. Les moyens, la technologie, le digital, l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation. Si tu rentres chez nous, tu apprendras à te servir des meilleurs outils du monde avec un tempérament d'entrepreneur. Tu en feras le plus grand
résultat du monde. Okay. Peut-être tu seras le Jean-Noël Bongrain de demain. Ok, intéressant. Donc, ça veut dire que, attends, tu me permets, ça veut dire que vous considérez quoi, que vous avez des BU, des business units à l'intérieur de votre groupe qui sont pour vous dirigés par des entrepreneurs? Absolument. On se qualifie pas de grands groupes, mais de fédérations de PME. Et de start-up. La dernière, là, tu vois, Terbio. C'est dirigé par Jérôme, un jeune entrepreneur. Il a une vision, il a une idée. Il y va à fond. Alors lui, c'est parti pour mes arrière-petits-enfants, pour leur laisser une planète plus durable, et aussi pour lutter contre certaines déviations de l'élevage. Hein, et il verse 5% de son chiffre d'affaires au bien-être animal. Mais ça veut dire, alors Jean-Paul, ça, c'est un pari. Et j'espère qu'il réussira. Il est intéressé au résultat de sa BU? Il est salarié, basique, avec des niveaux de rémunération qui peuvent être indexés sur ses résultats? Ou il est vraiment intéressé? On est tous intéressés à nos résultats. Hein, ça, oui, mais tu vois ce que je veux dire. On reste un groupe privé capitaliste. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu montes une start-up et donc à un moment, je sais pas, il a un bout du capital, par exemple, de l'entreprise, de la BU qu'il est en train de monter? Non, ça, je vais être honnête, c'est une start-up financée par le groupe et il n'a pas de bout du capital, il est intéressé au résultat. Ouais. Et pour le moment, c'est pour ça que j'écoutais, je disais 10 ans, il n'a toujours pas gagné d'argent. Ok, alors je sais bien que lui, il a cramé quand même pas mal de milliards. Donc Jérôme, il n'a pas autant d'argent à cramer. Mais on lui demande ça pas... va être une petite dizaine. Hein, on lui demande pas ça. On lui demande une vision à long terme, on lui demande d'être rentable un jour, mais on le finance et on le laisse entreprendre. Okay. Et après, on verra. Nous, on est un groupe familial. Hein, c'est une famille qui possède Savencia. Et elle a une vision de long terme. C'est ça. Et ça, moi qui ai fait d'autres types d'entreprises, je peux vous dire que c'est une sacrée chance. Hein. Top. Vous savez, Jean-Paul, ce qu'on dit sur les entreprises familiales, puisque là, c'est donc la deuxième génération. C'est la deuxième génération. Donc, la première génération crée. Ça va pas être gentil, ça. Si, pour l'instant. Okay. La première génération crée, la deuxième consolide, la troisième dilapide. Écoutez, on n'en est pas à la troisième. Voilà. Alors, c'est pas elle que vous interviewez. Alors, on est au bout. On est au bout, Jean-Paul. On est au bout. En tout cas, merci mille fois, Jean-Paul. Merci à vous. Une super vision sur tout ça. Et écoutons, on se revoit très bientôt, de toute façon. J'espère. À très bientôt. Et puis, je vous dis merde. Ouais. Voilà. Parce que c'est un sacré... Si on fait des émissions comme ça tous les jours, Jean-Paul, j'ai pas de soucis. Nous aussi, on sera encore là dans 10 ans. Voilà. En tout cas, je vous en remercie infiniment. Avec plaisir, le Stéphane Soubier. Donc j'étais fidèle auditeur et son style. Voilà. Et ça, je pense, garder le style. Bon, merci Jean-Paul, merci Gus. On se retrouve la semaine prochaine. Super. Smart Stratégie la semaine prochaine. Voilà. Merci Stéphane, au revoir.